Vous êtes le directeur de l'école primaire de Mayama. Quelles sont les difficultés que vous épousez? Merci, monsieur le journaliste. J'ai beaucoup de difficultés au niveau de l'école primaire Corgo de Mayama, dont je suis le directeur. La première difficulté a été réparée, mais la difficulté énorme aujourd'hui, c'est sur la prise, surtout la prise en charge des enseignants bénévoles, parce que nous avions beaucoup d'enseignants bénévoles à la charge de la population. Vraiment, ça, c'est la difficulté énorme, la première même qui nous encombre au niveau de notre école primaire Corgo de Mayama. Maintenant, si cela pouvait être réalisé, la prise en charge des enseignants bénévoles, il y a aussi, hier, nous étions animés par une cantine scolaire. La cantine scolaire, c'est un projet. Quand vous dites hier, c'est avant la guerre? Donc avant la guerre, oui. Donc c'est un projet qui a beaucoup animé les élèves, les apprenants au niveau des écoles. Au niveau des écoles, les enseignants animés, motivés, et même les apprenants. Surtout la cantine scolaire concerne automatiquement à 100% les élèves. Oui, parce que nous sommes une population démunie. On a beaucoup de difficultés au niveau de notre circonscription scolaire de Mayama. Les bénévoles, qui les payent? Bon, bien que c'est les pas... les bénévoles sont salaire. payés par les parents. Ce sont les parents qui supportent. On a une note administrative officielle qui dit que un enfant au niveau de l'école primaire devait normalement payer une somme de 5 000 francs qui sera divisée en deux. Donc 2500 pour les enseignants qui enseignent les élèves et puis les 2500, une rubrique réservée pour l'arc, les macarons, total, beaucoup de rubriques sont là. Total fait aussi 2500. Donc les élèves, l'enfant doit payer une somme de 5 000 francs, repartie en deux. Mensuellement? Pas mensuel, c'est annuel. Annuel. Annuel, oui. Et vous pensez qu'avec les 2000 francs, vous supportez la charge 2500. 2500, vous supportez la charge? Non, c'est insuffisant. Parce que avec le 2500, oui, aujourd'hui, un parent se présente. Nous sommes à la rentrée scolaire. Prenons l'exemple d'octobre. Bon. Le parent est venu avec 5 000 francs plus tôt. Il a payé. Mais nous, pour repartir cet argent-là, afin que les enseignants qui vont travailler pendant 9 mois, et que ces 2500-là, pour faire maintenant un budget, pour ces enseignants-là, c'est un peu difficile. C'est très difficile même. Voilà, donc l'argent sera épuisé avant la fin de l'année scolaire. C'est là où nous demandons maintenant la même mise des parents. Alors les parents nous disent que non, mais on a payé. Nous, on a payé. Mais pour équilibrer cet argent-là, afin que nous puissions arriver à la réussite de l'année scolaire, c'est un peu difficile. Et comment arrivez-vous à boucher ce trou financier? Ce trou financier, c'est un peu difficile, très difficile même. Il y a quel effectif à l'école primaire? À l'école primaire, actuellement, donc je suis là, le directeur, j'ai un effectif de 294 élèves. Oui. 294 élèves multipliés par 5000. Par 5000, ouais. Du CP1 au CM2. Au CM2, oui. Voilà. Donc, un gros effectif comme ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Donc, vous n'avez pas des populations autochtones qui... Oui, la population autochtone. Mais nous sommes dans un monde, dans un pays, dans un département, dans un district où résident les autochtones. Ils sont nombreux ici. Et puis, c'est une population qui est totalement démunie, qui nécessite la mainmise du gouvernement, des notables, des partenaires sociaux. Parce que c'est aussi une population qui est tellement sensible. Hein. Comment sont recrutés les bénévoles ici au niveau de Mayama? Le recrutement des bénévoles ici, c'est à la demande des parents et des autorités administratives. Donc ils sont là, ils voient peut-être qu'il y a une difficulté,
ils écrivent, ils annoncent dans les différentes localités, différents villages. Peut-être il y a quelqu'un, un jeune qui a un niveau requis, qui est capable de dispenser les cours au niveau de nos enfants. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'engagement citoyen? Qui est concerné par l'engagement citoyen? Qui doit être engagé citoyennement? Qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune à rejoindre un mouvement comme le mouvement citoyen Ras-le-Bol consciemment et à militer dans un pays comme le Congo? Est-ce de la folie? Dans cette présentation, je vais vous entretenir sur ce qu'est l'engagement citoyen, pourquoi c'est important, pourquoi ça nous concerne et comment cela peut changer notre situation à nous tous. Je suis Mexon Melchi Malonga, membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol, avec 6 années d'expérience dans la mobilisation citoyenne dans la société civile. Et aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir ce qu'est l'engagement citoyen. Alors, quel est donc l'objectif de cette présentation? L'objectif principal de ma présentation sera de viser à renforcer l'engagement citoyen dans notre pays, la République du Congo. Comme objectif spécifique, j'aurai en premier lieu de présenter ce qu'est l'engagement citoyen, ainsi que ses différentes formes, et deuxièmement, de démontrer la nécessité d'une citoyenneté active pour le développement du pays. Alors, premièrement, nous allons voir un concept très important qui est le contrat social. On parle de contrat social ou parfois même de pacte social pour désigner un accord imaginaire que les individus auraient passé entre eux à l'origine de nos sociétés. Comme vous le savez peut-être, en philosophie, on distingue ce qu'on appelle un état de nature et la société. Alors il ne s'agit pas ici de considérations historiques sur la préhistoire versus l'histoire actuelle, mais on va dire que c'est plutôt une façon de penser la naissance des sociétés modernes. Dans cette façon de penser, il y a eu ce qu'on pourrait dire un état de nature à une époque donnée. Alors que ça soit Homme de Cro-Magnon ou Jardin d'Éden, c'est comme vous voulez, mais disons un moment dans l'histoire de l'humanité où l'homme a vécu à l'état de nature, un peu en mode chacun pour soi. Et puis il y a cet état de société, d'organisation humaine tel qu'on le connaît, j'ai envie de dire de nos jours, mais depuis plusieurs milliers d'années, avec des rois ou des présidents, voilà, un souverain, des lois, une façon de vivre ensemble, une police, des tribunaux, etc. Mais pour les philosophes, il y a bien dû avoir un passage entre ces deux moments, entre le moment où je cours dehors en slip avec mon gourdin à je fais la queue à la poste derrière la petite ligne jaune. Et justement, ce passage, c'est ce que les philosophes ont appelé le contrat social. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 3 philosophes qui ont pensé ce passage de l'état de nature à l'état de société, à savoir Hobbes, Locke et Rousseau. Car ces 3 philosophes ont 3 approches différentes de ce pacte social. Et on va voir bien sûr en quoi la manière de faire ce pacte social, la manière de penser ce contrat social, influe aujourd'hui sur nos libertés et nos façons de vivre. Alors pour Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIe siècle, le pacte social permet l'ordre et la sécurité parmi les hommes. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est une citation de Hobbes, car pour lui, dans l'état de nature, c'est un état de guerre permanente, la guerre de chacun contre tous. En gros, c'est l'état sauvage tel qu'on peut l'imaginer dans sa pire manière. Chacun doit lutter pour sa survie, la liberté ne s'achète qu'au prix de la liberté de l'autre. En gros, il faut vivre un peu planqué, faire attention de ne pas se faire buter et bien se protéger sa nourriture. C'est un état de danger permanent. Donc pour lui, si l'homme est passé de l'état de nature à l'état sauvage, c'est pour assurer sa sécurité. La particularité de Thomas Hobbes, c'est que les hommes passent un contrat entre eux, mais remettent le pouvoir à une autorité supérieure. En gros, les hommes se réunissent
et disent « j'abandonne ma liberté à cet homme si toi aussi tu l'abandonnes à cet homme ». Ici, par homme, j'entends roi, souverain, bref, le gouvernement. Le pouvoir en place n'a donc aucune origine naturelle, puisqu'il résulte d'un accord entre les hommes, ni aucune origine divine. C'est vraiment les hommes qui créent le pouvoir. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a simultanéité dans cet abandon de liberté. C'est que tous les hommes, au même moment, se mettent d'accord pour dire « j'abandonne ma liberté et je la remets à une troisième personne ». Il y a donc dans la vision de Hobbes une certaine forme de soumission. À partir du moment où il y a cette autorité supérieure, les hommes y sont soumis. Et ce pouvoir qu'a le souverain est absolu. Maintenant, parlons de John Locke. C'est un philosophe également anglais, du XVIIe siècle cette fois-ci. Et pour Locke, l'état de nature, c'est un état d'harmonie. On y est bien, c'est cool. Pas de guerre de tous contre tous, ce n'est pas un état qui est dangereux en soi. Et pour Locke, dans cet état de nature, l'homme est entièrement libre et surtout a la notion de propriété privée. Il y a des choses qui lui appartiennent et qui n'appartiennent qu'à lui, genre son gourdin, ou cette petite parcelle où il fait pousser des patates. Cependant, même si ce n'est pas un état de guerre, dans cet état de nature, il y a quand même un manque de sécurité. À tout moment, tu peux te faire voler ton champ de patates, voire te faire tuer, ce qui serait quand même un peu con. Le contrat social, chez Locke, c'est une loi commune entre les hommes qui va leur permettre d'assurer la sauvegarde de ces droits naturels, c'est-à-dire la liberté et la propriété privée. En fait, pour Locke, on ne passe pas vraiment d'un état de nature à un état de société, mais plutôt d'un état de nature non sécurisé à un état qui garantit tes droits naturels, qui garantit la sécurité de cet état de nature. Alors pour Rousseau, il existe en effet un état de nature et un état de société, mais il ne va pas tellement s'intéresser au passage de l'un à l'autre ou surtout de qu'est-ce qui se passait dans l'état de nature. Ok, il y a eu cet état où l'homme vivait de manière naturelle, en courant donc tout nu ou en slip dans la nature, se rencontrant de temps en temps pour faire des petits. Mais voilà, s'intéresser à cet état de nature, ça n'a pas forcément d'intérêt puisque de toute façon on en est sorti. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est cette forme d'organisation, c'est ce contrat social en lui-même, c'est ce passage, ce pacte entre les hommes qui est censé leur garantir la liberté et l'égalité dans la société actuelle. Parce qu'il dit qu'en fait, trouver une organisation qui convienne à tous les hommes, c'est pas facile. C'est d'ailleurs la problématique donc de son livre, Le contrat social, je cite, « Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'opposant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. » Non, en gros, sa question, c'est comment trouve-t-on une forme d'organisation qui est juste pour tout le monde? Alors, premier point essentiel pour Rousseau, c'est que toute violation du contrat, par exemple avec le souverain qui promulguerait une loi qui va contre les principes du contrat, rend le contrat caduc. Ça veut dire que le contrat, il n'a plus de raison d'être. Voilà, j'explique. Je cite, « Le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprendra sa liberté naturelle. » Cependant, comme chez Hobbes, pour Rousseau, il est essentiel que chacun renonce à sa liberté naturelle. En effet, on ne peut pas garder une liberté absolue dans une société. Donc en gros, pour conserver une liberté en société, il faut que chacun renonce à ses droits naturels. Par exemple, je suis plus fort que toi, j'ai le droit de te piquer ta banane. Ça, ce droit naturel du plus fort dans l'état de nature, il est plus valable en société. Et c'est justement ce don total de soi à la société qui va permettre la cohésion. L'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Mais alors vous allez me dire, pourquoi en renonçant à mes droits naturels, je vais être plus libre? Comment la liberté, elle est possible? Ça tombe bien, Rousseau nous donne la réponse, et encore une fois, je cite, « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a. » Oh là là, c'est parce qu'en fait, chez Rousseau, il y a deux contrats. Et oui, deux contrats pour le prix d'un. Il y a le contrat que les gens passent entre eux, c'est-à-dire le peuple se forme en tant que peuple, c'est-à-dire que moi qui courais en slip dans la nature, je vais d'abord passer un contrat avec toi qui cours aussi en slip dans la nature, en disant qu'on va arrêter de courir en slip dans la nature. Tu me suis? Qu'en gros, je vais te donner ma liberté et tu vas me donner la tienne. Et ensuite, nous allons passer un contrat avec le souverain. Sauf que, attention, chez Rousseau, le souverain, c'est aussi le peuple. Quand je dis que le peuple est aussi souverain, c'est parce que les lois sont créées par le peuple. C'est en gros la démocratie dans son sens le plus pur. Il n'y a pas un roi, comme chez Hobbes, un souverain à qui on abandonne nos libertés, on s'est associés entre nous, et nous, en tant qu'État et peuple, nous allons gouverner sur le peuple. Et c'est pas étonnant
que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aient lu Rousseau. Ça doit vous rappeler quelque chose. Être gouverné par le peuple, pour le peuple. La grande force du contrat social chez Rousseau, c'est que le fait que chacun soit lié fait que l'on veut le meilleur pour la société. C'est ce qu'il appelle la République, la res publica, c'est la chose commune, la volonté de vouloir une chose commune. Et en gros, si le peuple est capable de faire des lois, c'est parce qu'il est aussi capable de choisir ce qui est le mieux pour lui. Mais en gros, la volonté générale, c'est la capacité de chacun à renoncer à sa volonté personnelle, individuelle, pour agir pour le bien commun. C'est le fait de se dire, quand vous allez voter, je ne vais pas penser uniquement à ce qui est bien pour moi. Peut-être que je vais être d'accord pour, on va dire, augmenter les impôts, même si moi ça ne m'arrange pas, mais parce que pour le bien de tous, ça sera plus utile. Certains d'entre vous vont l'entendre pour la première fois seulement aujourd'hui, mais chers citoyens, je vous informe que nous sommes liés tous, tout autant que nous sommes, par un contrat avec nos gouvernements. Qu'est-ce que le contrat social? C'est un contrat que nous avons tous signé. Qu'on le sache ou pas, on fait partie de ce contrat-là. Si on est citoyen congolais, si on paye ses impôts, si on vit au Congo, si on est subordonné à la loi et à la force de la loi, c'est que nous sommes tous, sous le joug du contrat social. C'est en fait un concept philosophique qui stipule que les individus consentent de manière tacite ou explicite à former une société pour leur bénéfice mutuel dans cette société bien évidemment. Ce contrat, qu'est-ce qu'il suggère? Il suggère que nous, citoyens, nous cédons une partie de notre pouvoir coercitif à l'autorité qui nous gouverne, qui peut donc l'appliquer sur nous. Mais dans quel but? Dans le but commun de la société, le but général, qui est un épanouissement de tous, un meilleur vivre de tous. Donc, quand nous sommes citoyens congolais, où que nous soyons, lorsque nous nous mouvons dans la société, nous devons savoir que nous avons signé un contrat avec le gouvernement. Et ce contrat-là a des droits et des obligations. Alors, premièrement, nous allons découvrir un concept qui pourra être nouveau pour certains, mais qui ne l'est pas en fait parce que nous sommes tous liés par ce concept-là. Alors, je vais vous présenter ce qu'est le contrat social. Qu'est-ce que le contrat social? C'est un contrat déjà, c'est-à-dire que c'est un engagement qui est fait entre au moins deux parties. Et l'une de ces parties, chaque téléspectateur, c'est vous. Vous êtes une des parties prenantes du contrat social. Vous avez signé un contrat qui vous lie à votre gouvernement. Est-ce que vous le savez? Moi également, je l'ai signé. Tous citoyens, tout autant que nous sommes liés avec notre État par un contrat qui est appelé le contrat social. Alors, qu'est-ce qu'il retourne dans ce contrat? C'est en fait un concept philosophique qui stipule que les individus consentent de manière tacite ou explicite à former une société pour leur bénéfice mutuel. Le contrat social, c'est en quelque sorte le soubassement de la paix sociale dans notre société. C'est ce qui fait que lorsque le gouvernement prend des lois, le gouvernement impose des mesures, demande par exemple de payer des taxes, demande de respecter certaines lois, ce qui fait que nous sommes subordonnés à eux, c'est par ce contrat social, ce qui nous régit, ce qui nous unit. Mais ce contrat, il implique des droits et des obligations. En tant qu'autorité qui a donc cette charge de gérer la cité, de veiller au bien-être de tous, les gouvernants sont tenus justement de veiller au bien-être de la population. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, ça a des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde.
Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. Mais on ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Et nous, en tant que citoyens, nous sommes tenus de respecter les lois qui seront prises, mais pour notre bien-être, pour le bien-être commun, collectif, qui doit primer sur le bien-être individuel de qui que ce soit. C'est ça la base du contrat social. C'est pour ça qu'on est en société, qu'on est tenu de respecter les lois et qu'on est tenu de se comporter de manière sociale. C'est ça, on n'est pas dans la jungle de la société, on a le contrat social qui nous lie avec les gouvernants. C'est donc important parce que c'est le fondement de la relation entre les citoyens et l'État. Cependant, bien que nous soyons tous tenus par ce contrat, il arrive qu'une des parties, notamment vous qui me suivez, la plupart d'entre vous en tout cas, ignorez même l'existence du contrat et ignorez plus loin vos devoirs et vos obligations. Vous ne savez pas que vous avez donné votre pouvoir à un groupe d'individus qu'on appelle les gouvernants et que ceux-ci, pour cela, doivent veiller au bien-être collectif de la société. On leur a cédé cela. Ok, on accepte de suivre les lois que vous allez mettre en œuvre. On vous donne le pouvoir de coercition, vous avez le droit de la chicote, vous pouvez taper, vous pouvez user de la force quand c'est nécessaire, dans le sens où, dans l'idée où cela vous donne aussi les moyens de pouvoir utiliser le bien-être collectif. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'il y a des citoyens, comme ceux qui me suivent parmi vous, qui ont donc cédé ce droit-là, mais sont plutôt exigés la contrepartie qu'ils devaient recevoir. On est citoyen, on marche dans la société, mais on ne sait pas qu'on a des droits et des choses à demander auprès de nos gouvernants. On l'ignore, on ne sait pas, on pense que c'est comme ça. Bon, ben, il y a des gens qui sont là, qui sont faits pour être des gouvernants, qui fait des postes de ministres, qui fait des postes de directeurs généraux, avoir les avantages de l'État, bénéficier d'exonération et de toutes sortes d'avantages, et que c'est comme ça, c'est réservé à une certaine famille parce que eux, c'est eux, comme on dit au pays. Mais non, c'est pas du tout le cas. Les gouvernants occupent cette position de manière temporaire pour travailler au bien-être collectif. C'est temporaire. Un citoyen qui est dans la partie des citoyens peut devenir demain gouvernant. Voilà le lien qui lie en général tout citoyen avec ses gouvernants et qui est ignoré. Donc, ce que je voudrais vous informer aujourd'hui, c'est que si vous me suivez aujourd'hui, si vous êtes citoyen congolais, peu importe votre nationalité, ça dépend de vous allez me suivre, vous devez savoir qu'il y a un contrat qui vous lie vous avec vos autorités. Ce contrat, c'est le contrat social. C'est un concept pour exprimer le lien qu'il y a entre nous et nos dirigeants. Alors, après le contrat social, quel est le deuxième que je voudrais présenter avec vous aujourd'hui? C'est la citoyenneté active. On a vu, premièrement, que tout citoyen est lié avec ses gouvernants par le contrat social. Mais lorsqu'on est un citoyen et qu'on n'est même pas conscient de ce contrat et qu'on n'exerce pas ses droits, qu'est-ce qu'on est? On devient un citoyen passif. Un citoyen passif. Et cela n'est pas réjouissant. C'est pas l'idéal. Être passif de la société, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pas l'idéal.
Et alors, d'où l'intérêt de la citoyenneté active. Qui est citoyen engagé? Le citoyen engagé, c'est ce citoyen-là qui a pris conscience de ce que je viens de vous présenter, qui a pris conscience de sa situation et aussi surtout de son devoir. Parce que si on ne travaille pas tous pour le bien-être collectif, nous serons ceux qui vont justement subir les résultats. Si on ne sait pas mettre la pression sur nos gouvernants, une pression légale dans les formes qui sont bien prévues pour cela, et si on ne le fait pas et que les choses ne changent pas et que la situation ne s'améliore pas non plus, mais qui va en pâtir? C'est la citoyenne. Donc, c'est doublement pénalisant pour les citoyens de rester passifs. Parce que déjà, de base, on a cédé nos avantages. On a permis à un groupe d'individus de bénéficier de certains avantages. Ils ont des primes, ils ont des exonérations, ils ont certaines facilités dues à leur statut. Mais ces primes-là viennent d'où? Ça vient de la richesse du sol congolais, qui nous appartient à tous en tant que Congolais. On a tous un mot à dire sur l'argent du pétrole. Ce pétrole se trouve sur le sol congolais, un sol qui nous appartient tous en tant que Congolais. Donc, le résultat de cette exploitation va nous bénéficier à tous. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Si on décide de demeurer des citoyens passifs et qu'on se dit qu'un certain groupe d'individus a droit à bénéficier davantage de l'État de façon systématique et que ça va continuer à perdurer comme ça et qu'on ne peut rien faire pour cela, alors là, on se trompe. Prenons conscience de notre pouvoir, de notre droit. C'est notre droit à tous. Les gouvernants sont là pour servir. La seule raison pour laquelle on donne les avantages, c'est pour être comme des facilitateurs, pour les aider à mieux travailler pour nous autres citoyens qui sommes du côté de la population. C'est uniquement pour ça. C'est pas parce qu'ils ont mérité ça, parce qu'ils auraient un certain nom, ou parce qu'ils appartenaient à certaines familles, parce qu'ils seraient nés d'une certaine personne, ou parce qu'ils connaîtraient certaines personnes. C'est pas par rapport à ça. Pas par rapport à ça. C'est parce que vous êtes là pour veiller à ce que tous les Congolais se retrouvent, que le bien-être général, le bien-être, que tous les Congolais vivent dans un mieux-être. C'est pour ça que les gouvernants sont là. Continuez à être citoyen passif, observateur,
dire que la politique ne me concerne pas. Je ne fais pas la politique. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est leur histoire à eux. Ça ne nous concerne pas. C'est aberrant, c'est stupide, c'est ridicule. La vie même, elle est même politique. Si tu ne fais pas la politique, tu peux tout faire. Et dire que je ne fais pas la politique, pour moi, je trouve que c'est aberrant. D'une manière ou d'une autre, on subit les effets de la politique. Se détacher de cela en disant que ce serait une science révolue à certaines personnes qui trouveraient un intérêt particulier et nous, on s'en détache en disant que non, moi, je ne fais pas de politique, moi, je préfère faire juste du business. D'accord, ça pourrait être un choix d'une personne, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un aveu de faiblesse. Et là, on scelle son pouvoir. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se décide au plan politique, on finit par en subir les conséquences. Quand la politique ne fait pas son travail, et les bonnes lois ne sont pas prises, elles ne sont pas implémentées. Les différentes formes d'engagement politique. S'engager par le vote. La participation électorale est une première forme d'engagement politique. Lors d'un vote, l'électeur a plusieurs possibilités. Il peut voter en faveur d'un candidat. On parle alors de suffrage exprimé. L'électeur manifeste son soutien à un programme politique porté par le candidat dont il approuve les idées. Il peut également voter blanc, en déposant un bulletin vierge ou une enveloppe vide dans l'urne s'il n'est pas satisfait par les choix offerts lors de l'élection. Enfin, il peut voter nul, bulletin non valide, pour manifester son mécontentement vis-à-vis de l'offre électorale ou du système politique. Lorsqu'il choisit de ne pas voter alors qu'il est inscrit sur les listes électorales, l'électeur est considéré comme abstentionniste. L'abstentionnisme peut refléter un engagement politique dans le cadre de ce que l'on appelle l'abstentionnisme politique, ou dans le jeu. Il s'agit d'individus qui refusent de voter pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'offre électorale ou du système politique. L'abstentionnisme dans le jeu s'oppose à l'abstentionnisme hors jeu, qui renvoie, lui, aux personnes qui ne s'intéressent pas à la politique et à la vie démocratique. S'engager en militant. Un militant est un adhérent actif au sein d'un parti politique, d'une association ou d'un syndicat. Le militant cherche à promouvoir une cause, des idées ou un programme politique. Le militantisme recouvre des moyens d'action divers. Dans un parti politique, les militants peuvent tracter, coller des affiches, être candidats à une élection. Dans un syndicat, ils peuvent manifester, organiser une grève. Dans une association, on peut trouver des actions plus originales, comme le sit-in, la chaîne humaine. Il existe donc différents répertoires d'actions politiques qui désignent l'ensemble des moyens d'action dont dispose un groupe contestataire pour se faire entendre dans un lieu et une époque donnée. S'engager par la consommation. La consommation engagée traduit elle aussi un engagement politique. La volonté des citoyens d'exprimer directement, par leur choix marchand ou par leur mode de vie, des positions politiques. On parle de consommateurs. Il peut s'agir, entre autres, de la préservation de l'environnement. Par exemple, de ne plus prendre l'avion, consommer végétarien ou lutter contre la publicité à outrance. Comme nous l'avons vu, l'engagement politique prend ainsi des formes variées. Vote, militantisme ou encore consommation engagée. Considérez alors qu'il y a une certaine caste qui pourrait s'arracher le pouvoir de bénéficier, s'arracher le droit de bénéficier des avantages de l'État, bénéficier de marchés énormes, se servir comme ils veulent dans les caisses de l'État. Les caisses dont le contenu devrait peut-être servir à travailler au bien-être de la population, considérer que non, cela devrait continuer pour qu'on a et qu'on n'a rien, et considérer aussi plus que cela, considérer qu'on est impuissant face à cela, qu'on ne peut absolument rien faire. C'est une aberration. On dit que le pouvoir est au peuple. Comment le pouvoir est au peuple? Le pouvoir est au peuple lorsqu'il comprend son engagement et qu'il fait usage de ces différentes formes. Comment alors un citoyen qui aurait compris qu'il est lié à ses gouvernants par un contrat social et qu'il a, conformément à ce contrat, des droits et des obligations, comment alors il pourrait faire pour passer de l'état de citoyen dormant, passif
observateur qui se pense incapable de faire quoi que ce soit pour son pays, comment alors il pourrait faire de devenir un citoyen engagé actif? Première possibilité, participation politique. N'ayons pas peur de la politique. La politique n'est pas réservée à des êtres différents de nous. Elle nous concerne tous. Et tout le monde devrait être intéressé par la politique. Même sans être dans un parti politique, mais se tenir au courant des différentes avancées, des différents changements, des différentes décisions prises. Dire ce qu'on pense, énoncer son point de vue, juste ça, c'est déjà un bon point de départ. Or, fort malheureusement, beaucoup d'entre nous, on considère que la politique, c'est quelque chose à ne pas toucher. Combien de personnes m'ont demandé l'exemple? Mais qu'est-ce que tu vas chercher au mouvement citoyen à l'école? Ah, quelle bonne question. Qu'est-ce que je ne vais pas y chercher? Encore que là, ce n'est même pas la politique, c'est l'engagement citoyen. Pourquoi je vais me dire que ne pas toucher à la politique, ce serait faire ce qui est mieux pour moi? Je pense que c'est un raisonnement faux. Si on pense tant soit peu à l'avenir de nos enfants, à l'avenir du pays, si on arrête de penser à sa seule personne, si on arrête de penser juste aux bénéfices immédiats, si on arrête de penser juste aux avantages qu'on obtient instantanément et qu'on pense à long terme, on réfléchit pour l'avenir du pays, comme l'ont fait les grands hommes qui ont posé des actes dont nous avons les bénéfices aujourd'hui. Si on s'arrête juste un instant de ne pas juste limiter à cette personne et qu'on pense au futur, on n'aurait pas peur de la politique. Au contraire, on serait même gêné de ne pas avoir de mots à dire, de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas avoir de point de vue. Plus grave encore, pas de point de vue. Dès qu'on te pose une question sur la politique, non, je ne parle pas de ça, je ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un sujet tabou. Ça devait être un sujet le plus libre sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer et de son point de vue et dire. Parce que je ne parle pas de la politique, mais comment la vie va s'améliorer pour nous autres populations? Donc il y a des gens qui vont s'asseoir, prendre des décisions et nous on va subir. Non, pas moi, vous en fait. Tu vas rester dans ton coin, on décide ceci, ok, on va faire comment? Que va-t-on faire d'autre? C'est tout, tu n'as rien à dire. Alors que tu peux participer au débat, tu peux exprimer ton point de vue et influencer les décisions politiques qui seront prises. Influencer dans le sens qui t'arrange la population. Si tu ne le fais pas, mais en tant que population, tu resteras toujours oublié, tu resteras toujours désœuvré. On ne pensera jamais à faire le maximum pour toi. À la limite, on pourra faire le minimum, on va dire, bon, on va faire quelques petits gestes pour la population, on va construire un pont à gauche, bon, on met des pistes à droite, puis c'est bon, c'est suffisant, déjà, on a déjà quelque chose. On a fait passer à la télé, on nous a vu, ok, c'est bon, c'est superbe, c'est bon, on peut s'arrêter par là. Si tu n'es pas exigeant de la population, ben, tu vas recevoir le strict minimum. Parce que si les gouverneurs ne sont pas la personne de ton côté, ils sont que non, ceux qui les ont élus ont besoin des résultats et ils demandent les résultats, ils veulent les résultats. Rien que ça. S'ils n'ont pas cette pression-là, ils sont que le minimum. Ils vont se dire, bon, s'il y a bio tout à Brazzaville, bon, on fait notre mieux, hein, on a fait notre mieux, c'est ce qu'on a pu faire pour vous, bon, ben, alors, contentez-vous de ça. Et ils vous donnent tout le temps des explications, des justifications, pourquoi ça ne marche pas, parce qu'il y a quel défi, alors que, normalement, c'est inacceptable. C'est un truc, c'est une situation de nous vivons, c'est inacceptable. Mais on a arrêté de, on ne veut même plus demander. En tout cas, c'est arrêté, en tout cas, pas nous, pas au mouvement citoyen alcool. Nous, on continue à exiger le meilleur pour les Congolais. On n'a pas voulu suivre la voie de ceux qui se taisent et qui observent sans rien dire. Nous, on a décidé de continuer à demander. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas, ben, on s'expose au pire. On s'expose au pire. Et le pire, ce n'est pas l'idéal pour nos générations futures. Ce n'est pas l'idéal. En tant que citoyen, on doit être conscient de cela. Chaque fois qu'on refuse de s'impliquer dans la politique, on doit être conscient de cela, que chaque fois que je refuse de dire, de faire ce que je fais sur mon point de vue, sur ça, de manifester mon opinion, que j'en ai marre de voir X à dire le parce que je pense qu'il n'est pas assez efficace à ce poste-là, il faudrait peut-être l'enlever. Juste ça, si on a peur de le dire, il faut se dire qu'on est en train de brader notre avenir. On le brade. On le brade. Et c'est triste.
Je parlais là de la participation politique, c'est la première forme d'engagement citoyen. Deuxième forme, pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans la participation politique, il y a une deuxième forme pour vous. Voilà, action communautaire. Ah oui, c'est bien beau de se plaindre, c'est bien beau de décrier, parce qu'il y en a d'autres aussi, au contraire de ceux qui n'osent même pas parler, qui ne font plutôt que d'écrire. Ils sont devenus experts de la critique. C'est leur spécialité. Critiquer pour critiquer, uniquement critiquer, sans jamais proposer ou faire quelque chose. Voilà encore un autre mal. Ça, on va parler de l'autre. Pour l'instant, on voit la deuxième forme d'engagement citoyen qui est l'action communautaire. En tant que citoyen, bien que les gouvernants ont certaines prérogatives pour la vie de la cité, nous aussi sommes des acteurs de notre vie sociale. Nous sommes des acteurs du changement. Nous pouvons nous engager dans des organisations, dans des associations et mener des actions à notre propre niveau. Si le Congo est dans l'état dans lequel il est, c'est grandement de la faute des gouvernants. Pour ceux qui pensent que notre situation actuelle n'est pas optimale, comme nous, on pense qu'on mérite mieux, qu'on peut avoir mieux. Donc nous pensons que cette situation est due grandement à nos gouvernants, parce que ceux qui ont d'abord cette responsabilité-là. Mais après, il y a aussi la population aussi. Mais pas la plus forte responsabilité. La plus grande, c'est d'abord en tant que citoyen, on peut s'engager dans le bénévolat, dans des associations, pour mener des actions qui vont tendre à améliorer aussi le bien-être de tous. On peut organiser des événements pour pouvoir susciter un changement dans la société. Ça aussi, c'est possible, c'est aussi une forme d'engagement citoyen. S'engager citoyen, moi, c'est pas seulement être dans les partis politiques, c'est une des formes. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir un parti politique, mais au-delà de cela, on peut s'engager. Aujourd'hui, il y a plus d'associations qui aident, qui mènent des actions, et on peut s'engager à ce niveau-là aussi. Voilà donc la deuxième forme d'engagement citoyen. Troisième forme d'engagement citoyen après la participation politique et l'action communautaire, l'engagement numérique. L'engagement numérique. Nous sommes dans un monde de plus en plus connecté et les réseaux sociaux nous offrent une opportunité inouïe de manifester notre opinion. C'est une opportunité inouïe. Nos aïeux ne l'avaient pas, mais nous l'avons. Utilisons-la. Quelque chose se passe et tu veux manifester ton point de vue, prends la parole sur les réseaux. On a lancé une pétition en ligne pour demander un changement quelconque, signe la pétition, prends le temps nécessaire pour aller et signer la pétition. Avec l'engagement numérique, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on est coordonné. Quand on fait partie d'une organisation, on est plus susceptible d'avoir un impact plus grand lorsqu'on engage le numérique. Il faut coordonner les efforts, il faut lancer des campagnes médiatiques. Ça se fait mieux quand c'est coordonné dans le cadre d'une organisation. Quatrième forme d'engagement citoyen, après la participation politique, l'action communautaire et l'engagement numérique, la quatrième forme, c'est quoi? Mobilisation sociale. Ça, c'est l'étape ultime. D'autres s'engagent dans la politique pour essayer de conquérir le pouvoir, pour passer aux affaires, à la gestion des affaires. D'autres s'engagent en menant des actions communautaires pour susciter un changement de la société. D'autres font un engagement en ligne, mais d'autres vont à l'étape supérieure, lorsqu'on en a marre, lorsqu'on n'est pas écouté, lorsque le point de vue des autres partis politiques n'est pas écouté, lorsque dire quelque chose qui déplaît à certains t'expose à des réprimandes, lorsqu'on a l'impression qu'on n'est plus écouté, lorsque parler nous... Là, on parle. Et si on parle qu'on n'est pas écouté, après on passe à l'étape supérieure. Il faut passer à la mobilisation sociale. C'est là où maintenant on fait bouger les choses. Mais l'idéal, c'est qu'on soit écouté avant d'y arriver. Que les choses se fassent dans la douceur. Mais en général, les gouvernants n'aiment pas la douceur. Ils pensent que s'engager dans la société civile, être engagé, c'est être contre les gouvernants.
ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en fin de compte, nous travaillons tous pour le bien-être du Congo parce que le Congo est devenu meilleur, qui profitera aussi autant à la population générale, que aux dirigeants. Ça profitera tous. Je ne sais pas si ça arrange les dirigeants qu'on soit dans un pays qui n'attire pas beaucoup d'investisseurs. Je ne sais pas si ça les arrange. Je ne sais pas. Est-ce que ça les profite d'être dans un pays qui a un classement Doing Business médiocre? Je ne sais pas. Si vraiment c'est profitable pour eux, je ne sais pas. Moi, je pense que pour nous tous, le Congo est devenu une attraction pour les investisseurs, ça devient profiter à tous. Plus d'investissements, plus d'entreprises, plus d'impact. Tout le monde se retrouve en fait. Pour nous, c'est évident. Et pour l'avenir de nos enfants, pour le futur de notre pays, le Congo serait mieux placé et il ferait mieux vivre au Congo. Donc, en fait, ça nous arrange tous. Mais malheureusement, il y a cette appréhension comme quoi, lorsqu'on réclame ses droits, lorsqu'on veut que les choses changent, on est contre nécessairement des personnes, des individus. Non, pas du tout. Kishati aime. C'est parce on aime ce pays. Parce qu'on veut le meilleur pour ce pays. C'est parce qu'on sait qu'il n'y a que nous pour faire ce qui doit être fait. C'est pour ça qu'on le fait. Comme pour voir la question que j'ai posée au début, qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune qui vit au Congo à se lever un matin et se dire que je peux rejoindre le mouvement citoyen ras-le-bol? Voilà la réponse. Parce qu'on aime notre pays. Parce qu'on veut le changement pour notre pays. On veut le meilleur pour les générations futures. Et on veut que tous les Congolais se retrouvent. C'est juste pour ça. C'est ce qui nous pousse à devenir ras-le-bol. Quand on en a eu marre et qu'on a compris qu'en étant seul chez nous, en criant sur les plateformes, ça devait être suffisant, c'est réuni, c'est assemblé, on a décidé de mener la lutte. Ça, c'était la réponse à la question que j'ai posée à l'introduction. Alors, quels sont les avantages? Parce qu'il y a des avantages à être un citoyen engagé. Ne pensez pas que, comme ceux qui nous demandent souvent pourquoi vous êtes une grande pourquoi vous êtes un mouvement citoyen, comme si c'était un supplice, c'était un forcing, on le faisait à contre-cœur. Il y a des avantages à être citoyen engagé. On développe des compétences. Ouais. On se développe, on apprend, je vais la citer. On se développe au niveau personnel, parce que être citoyen engagé t'implique, te pousse à prendre des responsabilités. Et quand tu prends des responsabilités, il faut que tu montes en compétence pour pouvoir assumer ces responsabilités. Donc, tu te développes. Celui qui est resté, le jeune qui est resté à la maison, oisif, à ne rien faire, qui ne t'engage pas, à aucune des manières, ni par l'engagement dans les partis politiques, ni par des actions communautaires ou la mobilisation, celui-là, il reste dormant. Celui qui s'engage dans l'une ou l'autre des formes, il est poussé à s'améliorer. Parce que occuper des charges, comme j'ai dit, demande de faire une montée en compétences. Alors, premier avantage, comme j'ai dit, sur le plan individuel, on développe une compétence. Ensuite, on s'épanouit. On s'épanouit pourquoi? Parce que quand on a un but qu'on poursuit, et que chaque jour, on sait qu'on a fait un pas de plus vers ce but-là, je vous assure, on vit moins frustré. On a un sens à sa vie. Et on n'est pas observateur. On ne se sent pas désemparé comme si on n'avait pas de pouvoir et qu'on ne pouvait rien faire et qu'on devait juste tout subir. Je sais que ma voix compte. Je sais que je peux parler, je peux dire des choses et les choses vont changer. Lorsqu'on a eu vent de la cession / vente de nos terres à un autre pays, on s'est tous levés et par nos actions cumulées, aujourd'hui, ils ont reculé. C'est ça le pouvoir de l'opposition. Ils ont fini par reculer. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession
sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Masangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Les textes pourraient être remis en cause, non pas par xénophobie, non pas par rwandophobie, mais simplement au regard de l'application stricte des lois que nous avons. Quatrième chose à retenir, ceux qui ont nourri ce bruit de vente de terre sont bien convaincus que c'est faux parce qu'ils n'ont aucun document faisant état d'une cession. Les intellectuels, les politiques qui se sont lancés dans ce débat l'ont fait, et je peux me permettre de dire, à des fins purement politiciennes, parce que, ayant certainement voulu susciter la réaction des populations. La cinquième et dernière chose, c'est que, après tout cela, nous nous rendons compte que nous avons passé du temps à débattre d'un problème qui n'existe pas, au final, qui n'existe pas. Ce qui m'amène à nous faire, à nous tous, la leçon suivante pour conclure. Assurons-nous d'abord du fait, avant de nous inquiéter des effets ou de spéculer sur la cause. Cette démarche prudente nous permet d'éviter d'être ridicules, à trouver des explications sur une cause, à anticiper sur des conséquences d'un fait imaginaire, d'un fait qui n'existe pas. Et je crois que les élites, les intellectuels que nous sommes, devons savoir en tirer les leçons. Ce que nous venons de vivre avec cet épisode de l'affaire rwandaise, qui me semble finalement un faux débat, et si tant est que c'était un débat, fût-il vrai ou faux, il me semble être aujourd'hui un débat clos. Si on s'était tué, si on avait été de guerre, ce serait passé comme une lettre à la poste. C'est ça, on allait subir ça comme ça. Mais, et on n'a pas, c'est pas encore fini, on continue à méditer, on continue à suivre le dossier de très près. Je ne pense pas qu'on a fermé les yeux là-dessus, on est toujours là-dessus. Et c'est pas encore terminé. Tant qu'on n'aura pas réglé définitivement, 4 km du coup, on va aller à un autre état. Ensuite, il y a le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, je fais partie de la famille Ras-le-Bol. C'est des frères et des sœurs de lutte. Ils ne sont pas seuls. Ils font une communauté. C'est un des avantages de l'engagement citoyen. Ça, c'était au niveau individuel. 3 avantages. Développement de compétences, épanouissement personnel et sentiment d'appartenance. Ça, c'était pour le niveau individuel. On passe au niveau de la communauté. Quels sont les avantages de l'engagement citoyen au niveau de la communauté? Il y a le renforcement du tissu social. Lorsque les citoyens sont engagés et qu'ils sentent qu'ils prennent part à la vie de la cité et qu'ils sentent que leur point de vue est vraiment considéré. Ce n'est pas juste une illusion de participation, mais une vraie participation active où leur point de vue est vraiment porté à l'Assemblée nationale. Et les députés vont réellement dire ce qu'eux ils ont comme message et non pas ce qui eux les intéresse. Lorsqu'ils sentent ça, mais le tissu social il est consolidé. Tout citoyen est heureux de vivre dans son pays et il vit avec fierté. Et voilà. Deuxième avantage pour la communauté, il y a la résolution de problèmes locaux. Pourquoi les problèmes locaux ne sont pas résolus? Peut-être une des raisons,
Parce qu'on n'est pas assez engagé. Moi, ce que j'ai envie de dire, une erreur peut-être ça. Parce qu'ailleurs dans le monde, où les gens ont été beaucoup plus engagés, les choses ont changé d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi on doit s'engager encore plus? Tant que ça ne change pas, on n'a pas été assez engagé. C'est qu'on n'est pas assez ras-le-bol. On doit être encore plus ras-le-bol. Et être plus nombreux peut-être. Vous êtes le directeur de l'école primaire de Mayama. Quelles sont les difficultés que vous épousez? Merci, monsieur le journaliste. J'ai beaucoup de difficultés au niveau de l'école primaire Corgo de Mayama, dont je suis le directeur. La première difficulté a été réparée, mais la difficulté énorme aujourd'hui, c'est sur la prise, surtout la prise en charge des enseignants bénévoles, parce que nous avions beaucoup d'enseignants bénévoles à la charge de la population. Vraiment, ça, c'est la difficulté énorme, la première même, qui nous encombre au niveau de notre école primaire Corgo de Mayama. Maintenant, si cela pouvait être réalisé, la prise en charge des enseignants bénévoles, il y a aussi, hier, nous étions animés par une cantine scolaire. La cantine scolaire, c'est un projet. Quand vous dites hier, c'est avant la guerre? Donc avant la guerre, oui. Donc c'est un projet qui a beaucoup animé les élèves, les apprenants au niveau des écoles. Au niveau des écoles, les enseignants animés, motivés, et même les apprenants. Surtout la cantine scolaire concerne automatiquement à 100% les élèves. Oui, parce que nous sommes une population démunie. On a beaucoup de difficultés au niveau de notre circonstance scolaire de Mayama. Les bénévoles, qui les payent? Bon, bien que c'est pas... Les bénévoles sont payés par les parents. Ce sont les parents qui supportent. On a une note administrative officielle qui dit que un enfant au niveau de l'école primaire devait normalement payer une somme de 5 000 francs qui sera divisée en deux. Donc 2500 pour les enseignants qui enseignent les élèves, et puis les 2500, une rubrique réservée pour l'arc, les macarons, total, beaucoup de rubriques sont là. Total fait aussi 2500. Donc les élèves, l'enfant, doit payer une somme de 5 000 francs, répartie en deux. Mensuellement? Pas mensuel, c'est annuel. Annuel. Annuel, oui. Et vous pensez qu'avec les 2000 francs, vous supportez la charge? 2500. 2500, vous supportez la charge? Non, c'est insuffisant. Parce que avec le 2500, oui, aujourd'hui, un parent se présente. Nous sommes à la rentrée scolaire. Prenons l'exemple d'octobre. Le parent est venu avec 5 000 francs plus tôt. Il a payé. Mais nous, pour repartir cet argent-là, afin que les enseignants qui vont travailler pendant 9 mois, et que ces 2500-là, pour faire maintenant un budget, pour ces enseignants-là, c'est un peu difficile. C'est très difficile même. Voilà, donc l'argent sera épuisé avant la fin de l'année scolaire. C'est là où nous demandons maintenant la même mise des parents. Alors les parents nous disent que non, mais on a payé. Nous, on a payé. Mais pour équilibrer cet argent-là, afin que nous puissions arriver à la réussite de l'année scolaire, c'est un peu difficile. Et comment arrivez-vous à boucher ce trou financier? Ce trou financier, c'est un peu difficile, très difficile même. Très difficile. Il y a quel effectif à l'école primaire? À l'école primaire, actuellement, donc je suis là, le directeur, j'ai un effectif de 294 élèves. Oui. 294 élèves multipliés par 5 000. Par 5 000, ouais. Du CP1 au CM2. Au CM2, oui. Voilà. Donc, un gros effectif comme ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Donc, vous n'avez pas des populations autochtones qui... Oui, la population autochtone. Mais nous sommes dans un monde, dans un pays, dans un département, dans un district où résident les autochtones. Ils sont nombreux ici. Et puis, c'est une population qui est totalement démunie, qui nécessite la mainmise de
du gouvernement, des notables, des partenaires sociaux. Parce que c'est aussi une population qui est tellement sensible. Hein. Comment sont recrutés les bénévoles ici au niveau de Mayama? Le recrutement des bénévoles ici, c'est à la demande des parents et des autorités administratives. Donc ils sont là, ils voient peut-être qu'il y a une difficulté, ils écrivent, ils annoncent dans les différentes localités, différents villages. Peut-être il y a quelqu'un, un jeune qui a un niveau requis, qui est capable de dispenser les cours au niveau de nos enfants. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Pour faire changer les choses. Troisième avantage pour la communauté, amélioration de la qualité de vie. Comment vit le Congolais? Le Congolais moyen. Comment vit-il? Pas ceux qui vivent dans les immeubles des cités, construits ça et là dans le pays. Pas ceux qui vivent dans les résidences, mais le Congolais moyen. Pas le plus moins moitié des Congolais, mais le Congolais moyen, qui a un revenu intermédiaire. Comment il vit? Quel est son niveau de vie? Est-il satisfaisant? Peut-on s'en satisfaire aujourd'hui, après tant d'années d'indépendance, où nous-mêmes Congolais, avant la gestion de notre pays, mais nous-mêmes encore Congolais, on se retrouve à vivre dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut se sentir satisfait et dire que ça va? Ou on doit plutôt se dire que non, il y a mieux à faire, on pourrait avoir mieux. S'il y a mieux à faire, on pourrait faire mieux, il faut s'engager. Si on ne s'engage pas, ça ne va pas changer. Je vous assure, l'équation est simple. On ne s'engage pas, ça ne changera pas. Parce que sachez-le que les gouvernants agissent en fonction de ce qu'ils considèrent le plus opportun pour eux. S'ils considèrent de continuer à dilapider l'argent du contribuable congolais, parce qu'ils le font, les rapports sont là, les démontrent que le président lui-même, en plein message à la nation, dit qu'il y a des détournements de fonds de l'argent de la bourse. C'est lui-même qui le dit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président lui-même qui dit on détourne 6 millions. Non, pas 6 millions, on détourne 6 milliards. Ça, c'est lui qui le dit. 6 milliards en combien d'années? Ils sont partis où? Qui ont servi à quoi? Qui auraient pu servir à quoi? Je vous laisse faire les calculs. Alors, si on est encore à ce stade-là, ça c'est que lui, il a déclaré tout seul. Imaginez ce qui n'a pas été déclaré. Où sont les 14 000 milliards? 14 000 milliards. 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Bon, je vais bien parler de ça, j'aurais pincement encore plus fort au cœur. Si on continue comme ça, rien ne va changer. Parce que observez simplement le déroulé des choses. Plus on avance, la situation empire. Ils volent plus et la situation se détériore davantage. Alors, si on continue à ne rien faire, imaginez-vous où sera le taux d'autisme. Ça continue. Ne pensez pas qu'ils vont se réveiller un matin et se dire bon, ben, on a fait cette bagaille comme ça. Bon, ben, vraiment, je pense qu'il faut changer un peu les choses. Hein. On doit quand même un peu se brouiller là parce qu'on n'a rien fait du tout. On ne peut pas le faire. Ça va pas. Si le côté sur ça, c'est qu'on va tous genre être
Il va se laisser aller, il va juste laisser les choses empirer comme ça. Rien ne va se passer. Il faut un changement au niveau de l'engagement citoyen. On n'est pas assez engagé. Là, je prends notre part de responsabilité, mais c'est sûr que les gouvernants leur part. La nôtre, c'est d'être engagés. Faisons notre part et donnons l'opportunité aux gouvernants de faire la leur aussi. Motivons-les à faire la leur. S'ils ne se sentent pas une pression, ils sentent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire disparaître 14 000 milliards et on se tait. S'ils pensent que c'est ça, et demain ils vont prendre 42 milliards, ils vont disparaître avec encore. Hein. Moi, je dis, bon, on a fait 14 milliards, c'est passé comme ça. Ils ont fait parler, mais après c'est passé, donc ils vont prendre plus. Imaginez combien ils vont prendre plus tard. Pas moins, ils vont prendre plus. On saura où nous les Congolais. Les citoyens lambda sera vu comme des médiocres. Nous taisons tout. Donc pour la communauté, 3 avantages. Renforcement du tissu social, résolution des problèmes locaux, améliorer la qualité de vie. C'est ça les avantages de l'engagement. Et voilà pourquoi on rejoint le rapport. Parce qu'on veut atteindre ce résultat-là, on veut que le tissu social soit renforcé et que les problèmes locaux soient résolus définitivement et que la qualité de vie soit améliorée. C'est tout ça qu'on se passe. Et enfin, pour la nation, quels sont les avantages? La gouvernance est améliorée. C'est quand il y a cette question-là que les gouvernants prennent leur responsabilité et que même les bons gouvernants, les bonnes personnes arrivent à la gestion de l'État. Quand on encourage les médiocres à continuer à trôner dans des ministères pour une éternité sans résultat probant, et on ne fait pas de pression, on ne manifeste pas notre point de vue qu'on est vraiment lassé de voir un ministre, un portefeuille ministériel ou un autre qui prend les balancés comme des joueurs d'équipe sans pourtant résultat probant et qu'on ne dit pas que non, on en a marre, que c'est pas possible comme ça. Et ça va continuer comme ça. Pour avoir une gouvernance améliorée, une croissance économique et une stabilité politique, on doit s'engager. Ça, c'est la réponse que nous avons trouvée morale. Il faut être engagé. Si on s'engage, l'avenir meilleur pour le Congo sera une réalité. Les défis, parce qu'il y en a. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des défis. Et il faut en être conscient lorsqu'on s'engage. Et ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Toute personne qui a décidé de rejoindre le mouvement citoyen Alvol a eu à faire un travail d'introspection. Il a réfléchi. C'est vraiment une décision très fondamentale. Ce n'est pas tout le monde qui se lève et décide d'être Alvol. Ce n'est pas tout le monde. Il y a du jeu de Congo, ce n'est pas tout le monde qui est sans Alvol. On a eu à faire une réflexion, on a eu à voir les avantages, comparer les avantages et les défis. On a vu que les avantages étaient supérieurs aux défis et qu'on pouvait braver les défis. Voilà pour les défis de l'engagement. Mais quels sont donc les défis de l'engagement citoyen? Qu'est-ce qui bloque l'engagement citoyen? Qu'est-ce qui bloque ce changement-là au Congo? Manque d'informations. Ce que je viens de dire, je l'ignore, ou ne sont pas consultés. Le savent, mais ils sont pas conscients de ça. Deuxième obstacle, après le manque d'information, les différences. Beaucoup de citoyens sont dans l'indifférence. Combien même d'autres se lèvent pour dénoncer, eux, ils choisissent de rester indifférents. Ils ne peuvent pas soutenir les mouvements, ils ne peuvent pas encourager, ils sont indifférents. Pourtant, si ça change, ça profitera à nous tous. Troisième obstacle, apathie politique. On a des gens qui désintéressent la voie de la politique. En fait. Ce désintérêt peut venir du fait qu'ils ont été déçus, mais la bonne réponse après la déception, ce n'est pas de passer dans l'état amorphe, de se dire que oh, ben, comme j'ai échoué, ben, c'est comme quelqu'un qui lance un business, il fait faillite. Après, je te dis, bon, vu que j'ai échoué la première fois, donc ça marche pas le business pour moi, je laisse tomber, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est pas parce qu'on est peut-être déçu de la proposition politique, ou peut-être déçu du résultat des politiques, qu'on a maintenant passé à l'indifférence et qu'on a maintenant décidé de devenir des citoyens amorphes, des citoyens observateurs qui ne font que regarder ce qui se passe. Ah, pour regarder, ils sont très forts, les citoyens congolais. Ils regardent ce qui se dit, mais ils ne veulent pas prendre part. Mais c'est une mauvaise décision, en fait. Pourquoi? Parce qu'en restant amorphe, on laisse se perpétuer la débat. Parce que nous, parce qu'on est dans débat actuellement. Pour arrêter ça, il faut s'engager. Quand les gouvernements vont ressentir plus de pression, ils auront l'obligation de résultats. Ils auront honte. Les citoyens n'ont pas honte.
Il passe la télé et il raconte des inepties. Une société nationale d'électricité cède son département commercial à une autre société. Où sommes-nous? Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres pays, je ne sais pas. Il n'y a pas de cadre compétent au Congo pour relever le département commercial de la EKRC. Waouh! Je l'ai annoncé, invité du journal, M. Papa Mamadou Diop, directeur général de la SOCELEC, la Société d'électricité du Congo, et M. Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société énergie électrique du Congo. Avec eux, nous reviendrons sur la signature hier de la convention d'affermage entre le gouvernement congolais et la SOCELEC concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité au Congo. Bonsoir à vous, monsieur le DG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Jean-Bruno Dangadou, nous venons de suivre le reportage relatif à la signature de la convention d'affermage concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité entre le gouvernement et la société SOCELEC, filiale de droit congolais de la société sénégalaise Sénélec. Une certaine opinion parle de la vente de EKRC. Vous, en qualité de DG de cette entreprise, pouvez-vous nous dire qu'en est-il exactement? Merci madame de m'avoir invité. Je vous en prie. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en attendant qu'on puisse trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession. Et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper du côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%. Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de ces sociétés-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à EKRC en attendant de trouver encore un autre partenaire. Donc le rôle d'EKRC, c'est comme de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que EKRC a été vendu, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé, je dis bien reversé au sein de la société du fermier. Donc il n'y aura pas de demandes à faire ou d'autres papiers, non. Merci. Mais ils ont l'obligation. Je vous fais aussi. Qu'est-ce qu'on nous offre comme offre politique? C'est choquant. Des êtres humains comme nous, Africains, un autre pays, sont les seuls capables de pouvoir tenir à bien un département d'une entreprise nationale. Mais après les obstacles, il y a des barrières structurelles. Au niveau de l'État également, il y a une certaine oppression qui se fait sentir, mais on peut la contourner. On peut la contourner. On peut la contourner. Si on est vraiment engagé, on peut contourner ces barrières. Il suffit juste d'être engagé.
on était engagé en plutôt tout débat structurel et en temps parce que, quoi qu'il en soit, le pouvoir est toujours à la population. On a juste cédé à eux qui puissent bien gérer. Mais quand ils ne gèrent pas bien, on doit être capable de les remettre à l'ordre, de les rappeler les termes du contrat social que nous avons été à faire. Que dit la Constitution? Combien de Congolais sont au courant des dispositions prévues dans la Constitution? Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution? Dans une Constitution, on trouve principalement deux types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel au bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. D'accord. Certes, il y a donc ces obstacles-là, manque d'information, indifférence et apathie politique, mais on peut les régler. Pour nous, mineurs, on peut les régler, on peut les surpasser et mener à notre engagement. L'engagement citoyen, pour nous, pour moi personnellement, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Après les obstacles, il y a les barrières structurelles. Au niveau de l'État, il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour bloquer l'expression, pour empêcher l'expression libre. Mais là également, on peut toujours les contrôler parce que, en fin de compte, on part à gauche, à droite, on revient, le pouvoir est résidu. C'est nous qui avons le pouvoir. On l'a juste cédé aux autorités pour l'exercer sous la forme du pouvoir coercitif pour le bien-être de la population, mais on a toujours le pouvoir avec nous.
Et si vous le remarquez bien, dans toutes les sociétés, même les plus opprimées, lorsque l'oppression a atteint un certain niveau, les populations ont toujours recouru à leur pouvoir et on en fait usage. Mais il l'avait toujours avec eux pour notre. C'est juste qu'il fallait que l'oppression arrive à un certain niveau, à un certain degré, pour que ça déclenche un mécanisme pour que la population récupère son pouvoir et le donne à qui. Ça veut dire qu'on a toujours le pouvoir avec nous et il faut l'exprimer. Notre voix compte. Être citoyen congolais, c'est pas faire vœu de figuration. Moi, je suis citoyen congolais, c'est-à-dire que j'ai mon mot à dire sur ce qui se passe au Congo. J'ai l'heure qui sont prises. J'ai ma voix à faire écouter. Si je ne l'exerce pas, en quoi alors je suis citoyen congolais? En quoi je défie la nationalité congolaise? Juste pour avoir une patrie, une nation et puis c'est tout. Ça me donne des droits et des devoirs. Notre bien le plus précieux, c'est le Congo. Et si on ne fait rien pour le Congo, personne ne le fera pour nous. Il n'y a pas une autre nationalité, il n'y a pas d'autres individus. Toi qui me suis, il n'y a pas une autre personne qui a vu se battre de notre pays en dehors de toi et moi. D'une manière où tu t'engages en politique, où tu mènes des actions communautaires, où tu fasses des mobilisations, où tu t'engages. Il n'y a pas une autre personne en dehors de toi et moi. Personne. Parce que c'est nous qui avons à cœur l'avenir du Congo. Il n'y a que nous. Tu ne vois pas un autre pays qui va plus aimer le Congo mieux que toi et moi. Mais c'est quoi aimer le Congo? C'est s'engager. Et ce n'est pas un crime. Au contraire, c'est un devoir. C'est être amorphe, observateur, sans opinion, qui devient un crime. Parce que, alors là, c'est comme si on laissait l'avenir du pays à d'autres personnes, mais d'autres personnes lesquelles? C'est nous qui devons construire ensemble l'avenir de notre pays en s'engageant, en faisant ce que le Congo est le meilleur, en dépit des défis, qui pas des obstacles et des barrières structurelles, mais aussi des facteurs sociaux et culturels, les stéréotypes, les traditions. Quand une tradition devient un facteur qui t'empêche de t'engager, je pense que cette tradition-là, il ne faut pas la considérer. Il faut appeler chat par chat. Parce que le plus important, comme je dis, c'est l'avenir du Congo, le meilleur du Congo, le meilleur être, le mieux-être du Congolais. C'est ça le plus important. Et s'il y a une tradition qui limite une nation, je pense qu'il faut la bannir. Le plus important, c'est que le Congo soit un endroit où il fait bon vivre. Mais après, dire pourquoi on a fait le contrat social avec le gouvernement. C'est justement pour connaître le meilleur, parce qu'on a compris que si on est une société où chacun est de son côté, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de gouvernance, comment on va tous s'épanouir? Qui va nous gérer? Comment ça va se passer? Qui va organiser les choses en fait? On serait dans une situation pas idéale. Voilà pourquoi c'est l'intérêt du contrat social. On décide, ok, on décide un tel, peu importe le moyen, soit par désignation, soit par filiation, par élection, un tel, vous allez être les dirigeants. Peu importe le procédé de sélection, soit par lignée, comme c'est dans les royaumes, peut-être par élection, comme c'est dans la démocratie, ou encore peut-être par désignation, par choix. Désigner un tel va diriger. Et peu importe le procédé, on décide des individus pour gérer la situation. Mais ils ont une besoin de résultats. Et nous aussi, on a une besoin de faire la pression sur eux. Et leur demander les résultats également. Peu importe les défis qu'on a, on doit les surmonter. Alors, comment surmonter les défis? Premièrement, en faisant l'éducation civique. Pour renforcer l'enseignement des droits et les devoirs citoyens. Voilà pourquoi on a organisé cette présentation. Il faut rendre l'accès à l'information beaucoup plus démocratique. Tout le monde doit avoir accès à l'information. Et parfois, le mal, c'est que l'information, elle est accessible, mais les Congolais ne vont pas vers l'information. Ils ne vont pas vers l'information. Ils sont surpris de savoir que on a détourné 14 milliards, de savoir qu'on a cédé la gestion du département commercial de Caressé à une autre société. Ils ne savent pas, je ne sais pas le journal, ils ne lisent pas les comptes rendus du ministre, ils ne lisent même pas la Constitution. Ils n'ont jamais vu la Constitution de toute leur vie. Ils ne savent pas que dit la Constitution. Moi, le premier jour, j'ai lu la Constitution. Moi, je l'ai lu jusqu'à la fin, le premier jour. À la fin, j'étais choqué. Ce qui dit à l'état était tellement mirobolant,
c'est tellement agréable. On parlait du bien de population. J'étais surpris que je n'étais pas au courant de ça avant. Et ça m'a vraiment choqué. Je suis sûr que c'est l'autre qui n'a jamais eu la condition. Prenez un jour le temps de la télécharger. En fait, le temps, c'est assez bien. Je pense que vous allez l'obtenir et de la lire avec des cas du début jusqu'à la fin. Je serais surpris de voir les droits que cette constitution vous accorde. Je serais surpris de savoir que l'État a le droit de veiller à ce qu'on vit dans un environnement sain. Que c'est une obligation pour eux. Ils doivent le faire, ils doivent garantir une environnement sain à tout Congolais. Que c'est écrit dans la Constitution. Donc, ils ont eux-mêmes fait voter. Vous serez très surpris de savoir que, en tant que citoyen, on devait bénéficier de cet avantage qu'on n'a pas. Et ça va vous choquer. Peut-être ça va vous révolter et susciter votre engagement citoyen. Mais faites-le au moins pour être plus informé. Troisième moyen de surmonter les défis, création d'espace d'expression. Justement le cadre de ce média qui a été créé pour libérer la parole. Et il faut plus de médias comme ceci, pour permettre à tout le monde de s'exprimer et de faire passer son opinion. Pas seulement certains points de vue, des points de vue toujours en faveur de certaines personnes, toujours glorificateurs, des points de vue qui ne veulent jamais reconnaître les défaillances, qui veulent toujours glorifier, embellir et dire que demain sera meilleur. Alors qu'il y a une vérité à d'abord reconnaître qu'il y a un échec qui est là. Créer des espaces d'expression de ce genre fait partie des moyens de surmonter les défis à l'engagement citoyen. Ensuite, le rôle de la jeunesse dans tout ça. D'abord, pourquoi les jeunes? Un, parce qu'ils représentent la majorité de la population. Nous, les jeunes, nous sommes les plus nombreux. La couche la plus représentée. En 2050, on sera encore beaucoup plus nombreux. En Afrique en général, mais au Congo aussi particulièrement, la tendance va toujours vers la hausse, nous ne sommes pas encore les plus nombreux. Ça veut dire que nous représentons une force. Et en tant que jeunes, on a souvent cette capacité d'apporter des idées novatrices. Parce qu'on est les moteurs du changement. Ça veut dire que les jeunes sont les acteurs majeurs de l'engagement citoyen. S'il y a 10 personnes engagées au Congo, l'idéal serait que la majorité soit des jeunes. Parce qu'on a plus d'énergie à offrir. On a plus de compétences à donner. On a plus d'idées à apporter. En tant que jeunes, on doit saisir ce sujet à bas le corps. Et je félicite des jeunes qui l'ont déjà fait, comme ceux qui ont rejoint les mouvements citoyens, les organisations qui mènent des actions, et aussi les partis politiques. On voit de plus en plus de jeunes comme moi qui prennent la parole politique. C'est une bonne chose. Mais il doit en avoir encore plus. Parce que plus on saura, plus l'engagement sera grand, plus la pression sur nos gouvernants sera plus énorme, et plus on aura le résultat que nous voulons pouvoir citer. Alors, d'où l'intérêt pour les jeunes de créer des espaces de mentorat, de leur apporter des opportunités de formation pour les inclure dans le processus décisionnel. Et nous, on le fait au ras-le-bol. Au ras-le-bol, on forme les jeunes. Tu viens à ras-le-bol, c'est une école de formation. On te forme à devenir un citoyen engagé. On te donne les outils de l'engagement citoyen. On te montre comment tu peux être un citoyen de la société qui est utile, un citoyen utile de la société. Et on te donne les outils. Et les outils que tu donnes vont t'aider dans la vie personnelle et légale, parce que tu seras développé, comme je l'avais dit, développement personnel. 3 vérités et 3 mensonges sur l'engagement citoyen. 3 vérités à connaître. 1. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Toi, citoyen congolais qui n'est pas engagé, sache que la loi, une fois qu'elle est votée, elle s'applique à toi. Que tu aies participé dans le processus d'élaboration, que tu aies pris la peine d'aller te former pour savoir quelles sont les lois qui régissent ton pays, tu n'es pas censé ignorer. Et quand elle va s'appliquer, ça s'appliquera à toi. Donc, être un citoyen non engagé, s'exposer à subir et continuer à subir la loi, sans pourtant pouvoir rien faire. Est-ce que tu veux continuer cette lancée? Deuxième vérité, tu es lié à tes gouvernants par un contrat, qui est le contrat social.
nous avons des soucis. Quand on accepte de rester dans la société civilisée, on vit dans les villes urbaines où on est soumis aux autorités, où on fait ce que les autorités nous demandent, on paye les taxes et tout. On répond donc, ça veut dire de façon tacite, on accepte ce contrat-là. On est d'accord avec le contrat social. Et nous sommes liés par des droits et des devoirs. Il faut en être au courant, il faut en prendre connaissance. Lis la Constitution. Informe-toi sur tes droits et tes devoirs. Troisième vérité fondamentale sur l'engagement citoyen. Là où tu es en train de me regarder devant ton écran, là où tu es assis, le quartier où tu te trouves, l'environnement où tu es, tel que tu vis, tu es en train de bénéficier à l'instant T. Tu bénéficies de l'engagement citoyen des personnes qui sont venues après toi, qui sont battues, qui ont lutté, qui ont dit non, qui ont dit un mot et qui ont fait que tu bénéficies de ce dont tu mérites. Si le Congo aujourd'hui est indépendant, c'est en partie parce qu'il y avait eu des mobilisations au niveau du pays. Avec une mobilisation, il fallait répondre à cela en donnant l'indépendance. S'il n'y a pas eu de mobilisation, on l'aurait eu plus tard. Dans le monde en général, les droits des femmes, si ça a été accordé, parce qu'il y a eu des mobilisations, un engagement citoyen. D'une manière ou d'une autre, on bénéficie des résultats de l'engagement citoyen qui nous ont précédés. Donc, j'ai une vérité à savoir. La question maintenant à se poser, c'est est-ce qu'on va continuer à être juste des bénéficiaires, à en bénéficier sans pour autant agir pour ceux qui viendront aussi après nous, qui eux aussi bénéficient de notre engagement citoyen. C'est la question à se poser. 3 mensonges qu'il faut déconstruire et arrêter avec ça pour toujours. S'il faut partir ici avec 3 mensonges, ce seront ces 3 choses-là. Premier mensonge, la politique ne te concerne pas. Faux. Tu te concernes au plus haut point. Tu es dedans. On est tous dedans. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un sujet tabou. On doit en parler. C'est la plus naturelle et normale qui devrait être. La politique, c'est l'art de vouloir contrôler le pouvoir pour gérer la cité, mais c'est l'art de gérer la cité. Comment un aspect aussi fondamental de la vie en société va être réservé à une certaine catégorie de personnes. Les autres vont souvent subir les effets de la politique. C'est aberrant, ça n'a pas de histoire. Tu peux ne pas être engagé politique, peut-être, en dans un parti politique, mais tu dois t'informer, savoir ce qui se passe et avoir une opinion. Et pour avoir une opinion, il faut s'informer, avoir l'information. Ça, c'est un mensonge à carrément détruit. Deuxième mensonge. Qu'est-ce que tu peux faire à ta maison? Tout ce que tu penses, tu vas changer le boulot. Est-ce que Yomo te propose un beaucoup mensonge? Ça, c'est des stratégies pour empêcher l'engagement citoyen. C'est seulement parce qu'on répète ça à plusieurs personnes et plusieurs fois, ça prend aussi des risques. Et les gens croient, non, je ne peux rien faire, donc je m'assois à la maison et j'observe. Oh, tu peux faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, si tu fais une vidéo et tu parles, tu la postes sur les réseaux, cette vidéo peut être vue par 1 million de personnes dans le monde et les choses peuvent bouger. À cause de ta vidéo, les choses peuvent changer. On l'a vu aussi au pays. Les gens ont fait des vidéos, une seule vidéo, ils parlent et après les choses changent. Alors arrêtez de dire que oui, je fais partie. Voilà. Troisième mensonge. L'engagement citoyen est une perte de temps. Bon. Là encore, peut-être définir que c'est une perte de temps. Parce que moi, j'ai mon engagement citoyen, je suis engagé et je vois la valeur qui est apportée dans ma vie. Si d'autres personnes ne l'aperçoivent pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que toi-même tu définis pour toi-même comme étant un gain en temps. Et quelle est la bonne utilisation de ton temps? En étant ras-le-bol, ce que je fais, c'est dire de mieux pour mon pays, pour moi-même et pour l'avenir de mon pays. C'est en aucun cas une perte. Troisième mensonge, donc à éviter. Pour terminer ma présentation, je vais vous faire un dernier appel à l'action. Vous rappelez que c'est maintenant ou jamais.
Pourquoi c'est maintenant ou jamais? Parce que les défis actuels de notre pays, quand on s'assoit, on regarde, nécessitent une réponse collective et immédiate. Regardez des informations. Tu veux le journal. Comparer l'état du Congo aujourd'hui et il y a 10 et il y a 20 ans. Est-ce que c'est à ce stade qu'on devrait être? On n'arrive pas encore à maîtriser la desserte de l'électricité à Brazzaville. On n'arrive pas à maîtriser. C'est à ce stade-là qu'on devrait être. On était à Pointe-Noire avec une grosse dernière alcool, l'état des routes est piteux. Au Congo, Pointe-Noire suffoque sous les déchets qui jonchent la ville. Pas de services municipaux de nettoyage et les maladies comme le choléra font leur retour à cause de l'insalubrité. Nathalie Sarfati. C'est le quotidien des habitants de Pointe-Noire. Ils cohabitent depuis des années avec les immondices éparpillés dans les rues, les déchets qui s'amoncellent et qui polluent les rivières, une insalubrité qui exaspère la population. L'État congolais doit nous aider parce qu'il n'y a pas de caniveau ici pour que l'eau s'évacue. La saison sèche est là. Il faut nettoyer, on ne dormait pas à cause des inondations. L'eau stagnante infectée de moustiques, les déchets qui côtoient les aliments, ce sont autant de vecteurs de maladies. Une situation qui empire à Pointe-Noire où de nombreuses voix s'élèvent pour demander une intervention de l'État. La gestion des déchets incombe aux collectivités. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui doit gérer les déchets, c'est la collectivité locale. Donc c'est les villes qui ont l'obligation de gérer les déchets ou éventuellement l'État, donc le ministère de tutelle. Devant l'indifférence des pouvoirs publics, certains habitants se sont improvisés éboueurs en collectant les déchets des ménages dans certains quartiers moyennant finance. Mais se pose toujours le problème de l'absence de décharge. Que faire des ordures? Déléguer ce travail-là aux entreprises privées et accompagner ce travail par une politique locale de gestion de déchets, un plan directeur de gestion de déchets et enfin une campagne d'information, de communication et d'éducation à l'endroit des populations pour les changements de mentalité. Il y a urgence. En l'absence de politique d'assainissement, Pointe-Noire doit de plus en plus faire face à une recrudescence de maladies comme le choléra ou la poliomyélite. L'insalubrité favorise aussi le développement du paludisme. Très piteux, déplorable. On a l'impression de vivre dans un village. Mais pourtant, on est dans le deuxième pays. C'est déplorable. Si on continue de se taire et de penser qu'on ne peut rien faire et qu'il n'y a rien à faire, on continue dans la descente vers le pire, la débattre, la critique. Il faut arrêter ça. Alors, comment s'engager? S'engager et participer à des initiatives locales. Lorsqu'il y a des actions qui sont menées, participer, relayer l'information, donner de votre argent. Par exemple, dans le cadre du CAPGEL, qui est un programme d'association qui doit être économique, une plainte a été déposée pour l'histoire de 14 000 milliards. On a déposé une plainte pour demander où sont passés les 14 000 milliards. Vous pouvez contribuer par vos dons pour permettre à ce qu'on puisse prendre en charge ces différentes démarches administratives et aussi payer les frais de l'honoraire des avocats. C'est une manière de s'engager. Si vous ne pouvez pas être dans un parti politique, comme le font les nombreux jeunes qui font actuellement et qui ont en fait donné encore plus, si vous ne pouvez pas vous engager dans une association quelconque en menant des actions communautaires pour changer le vécu des Congolais à votre petite échelle, si vous ne pouvez pas participer à la mobilisation que nous organisons et d'autres organismes, donner au moins de votre argent, de votre temps, partager l'information, laisser des messages de soutien sur les pages, les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, faites quelque chose. Continuez à ne rien faire, que ce soit pour seulement critiquer, et ne rien faire du tout, par la suite. Je vous engage solennellement à réfléchir à tout ce que je vous ai dit et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce que j'avais à présenter avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se revoir à une prochaine occasion.
Merci.